Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour ce nouvel épisode. Le petit rituel, en ce moment je suis en train de lire Fahrenheit 451 de Bradbury, enfin il était temps, et récemment j'ai vu Event Horizon dans le cadre du podcast Claque de fin avec mes copains, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, vous aurez mon avis. Voilà, si vous pouvez me partager vos coups de cœur du moment en DM Insta ou sur le podcast, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de les lire. Et on va commencer directement avec le deuxième épisode. Alors, aujourd'hui, on va se demander si la science-fiction, elle est misanthrope et pessimiste. Au fil des années, en fait, à force de parler tout le temps de science-fiction, j'ai fini par remarquer que ce qui ressort le plus de l'imaginaire science-fictif, ce sont certes Star Wars et les vaisseaux spatiaux, mais ce qui venait juste après, c'est tout ce qui était en rapport avec la dystopie ou le post-apo. Oserais-je vous rappeler que les livres auxquels on pense le plus quand on parle de science-fiction, c'est 1984 et Le meilleur des mondes. Oserais-je vous rappeler que la dystopie est le sous-genre le plus populaire de la SF. En même temps, l'utopie, on se ferait chier, quoi. Enfin, ouais, on se ferait chier, genre, est-ce qu'on a besoin de lire des histoires où les humains vivent en harmonie avec les aliens et où les IA ne découvrent jamais qu'elles ont une conscience? Ça peut être sympa de temps en temps, mais on se ferait vite chier, quoi, faut le dire. De toute façon, on voit bien que c'est la dystopie qui marche et pas l'utopie. Mais pourquoi a-t-on besoin de se noyer dans des futurs crasseux, tyranniques, liberticides et apocalyptiques? Oui, parce que je parle beaucoup de dystopie, mais dans le genre fin du monde et extermination de l'espèce humaine, le post-apo a quand même un rôle non négligeable. Et je n'oublie pas le cyberpunk, on va y revenir. Déjà, on pourrait se tourner vers un biais très connu en psychologie qui est le biais de négativité. Bon, j'aime pas trop le terme biais, mais je dirais plus tendance à la négativité, mais bref. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Le cerveau retient davantage des informations négatives que positives pour notre survie. Les médias l'ont très bien compris d'ailleurs. Petite dédicace à mes amis auteurs et autrices, mais vous voyez bien à quel point un retour négatif sur nos livres nous met en PLS pendant 3 jours alors qu'on a déjà oublié les 15 avis positifs précédents. Après, ça vaut pour les auteurs et les autrices, mais ça vaut pour tout le monde dans n'importe quel domaine. Le biais de négativité ne laisse personne sur le bord de la route. Donc déjà, on peut dire qu'on a une tendance qui nous pousse vers le négatif. On pourrait le voir comme quelque chose qui mobilise nos ressources et notre énergie pour réfléchir et agir face à une menace ou pour éviter une situation néfaste. En fait, ça nous stimule le négatif. J'ai l'impression que ce podcast, il tombe déjà dans les dérives du développement personnel, mais passons. Quand même, est-ce que ce biais explique tout? Pourquoi autant d'attrait pour les pandémies mortelles et les régimes totalitaires? Je veux dire, on n'en a pas assez aujourd'hui, il faut qu'on cherche la merde encore. Et oui, mais ce qui est bon avec la dystopie et le post-apo, c'est qu'il y a toujours pire que notre monde actuel, et on va voir pourquoi ça nous fait du bien. On entend souvent dire que la science-fiction est le reflet de notre société. Elle nous aide à poser des réflexions sur notre monde actuel, sur notre rapport avec la planète, avec les technologies, sur les progrès scientifiques et sur ce qui fait fondamentalement de nous des êtres humains. Je vais vous donner plein d'exemples. Quand on prend des œuvres telles que Soleil Vert ou Docteur Folamour et qu'on les rapproche au contexte sociétal dans lequel elles s'inscrivent, ça fait clairement sens. Docteur Folamour ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe réalisé par Kubrick en 1964 renvoie clairement à la peur de l'apocalypse nucléaire à l'époque de la guerre froide où l'humanité a, je pense, évité de justesse l'extermination. Le livre Soleil Vert, quant à lui, publié en 1966 par Harry Harrison, questionne notre rapport avec les ressources de notre planète et avec le risque de surpopulation. Parce qu'à l'époque, il y a le phénomène des baby-boomers, et je ne le savais pas, mais ça représentait une vraie menace et une vraie peur chez les gens. D'ailleurs, le livre fait vraiment une éloge au contrôle des naissances et à la contraception, s'opposant clairement à l'idéologie conservatrice américaine, liée principalement à des raisons religieuses, et ça faisait vraiment débat à l'époque. Je tiens à dire que Soleil Vert a vraiment été une œuvre qui m'a marquée dans sa noirceur. La crasse et le désespoir de la surpopulation ressortent tellement du livre que parfois c'en est désagréable à lire, mais je vous le conseille vraiment, c'est un livre très très visionnaire à mon sens. Sinon, un peu lié à la surpopulation, on a le fléau de la surconsommation qui est magnifiquement représenté dans le film Wall-E. Enfin voilà, encore une fois, le film s'inscrit clairement dans son époque et je dirais même encore plus aujourd'hui. Je pense également à Mad Max où en fait le réalisateur s'est demandé et s'il y avait plus de pétrole dans le monde suite au choc pétrolier en Australie qui l'a énormément marqué.
Plus récemment, on voit apparaître le terme de climate fiction ou cli-fi, un sous-genre qui aborde le phénomène du changement et du réchauffement climatique. Et là, on voit que c'est un thème qui est très abordé depuis les années 1980. Je pense notamment à l'auteur Jean-Marc Ligny qui a écrit Exode en 2012 et Aquatm en 2006. Et je pense aussi à Bleu comme une orange de Norman Spinrad en 1999. Bref, les dates de publication révèlent que c'est un sujet de préoccupation aujourd'hui. On peut aussi citer Ecotopia, un peu plus vieux, écrit par Kallenbach et publié en 1975. Alors là, on n'est plus sur de la dystopie mais de l'utopie. Comme toute bonne utopie, l'auteur propose une structure sociétale basée sur une idéologie utopique du coup. Et ici, c'est une écologie radicale. Je l'ai lu et vous me croyez si je vous dis que je me suis ennuyée? C'est pas ce qu'on disait au début. Dans les utopies, on se fait chier. Non, en fait, c'est très lent. L'auteur décrit juste une société et chaque chapitre, c'est un aspect de la société, en fait. Et le livre a assez mal vieilli. Mais ce que j'ai particulièrement détesté et qui est lié à ce que je disais, donc que les œuvres de SF sont le reflet du présent, c'est que les écotopiens sont de simples hippies. On comprend très vite que le livre a été écrit durant l'ascension du mouvement hippie. Le livre est sorti en 1975 et le mouvement hippie est apparu dans les années 1960. Donc pour moi, c'est clairement lié. Enfin, c'est vraiment, on le devine très facilement dans le livre. Donc voilà, j'ai pas trop aimé cet aspect-là, mais bon, ça rejoint ce qu'on dit en fait. Il y a même carrément un sous-genre très pessimiste lui aussi, le cyberpunk, qui est né dans les années 1980 et dont les thèmes principaux sont issus de grandes préoccupations sociétales liées à la montée du capitalisme notamment. Le cyberpunk est rattaché au mouvement punk, incarné par le slogan des Sex Pistols « No Future ». C'est un mouvement nihiliste et anarchiste à contre-courant du système capitaliste que les œuvres de cyberpunk dénoncent très souvent. Il se détourne complètement des illusions que se faisaient les hippies du futur et appelle les jeunes à la révolte, à l'anticonformisme et à l'anti-autoritarisme pour défendre leur liberté individuelle. Le cyberpunk reprend complètement cette idéologie pour dénoncer des mondes où la technologie qui n'appartient qu'aux multinationales creuse un fossé immense entre pauvres et riches. Les personnages du cyberpunk, noyés dans des mégalopoles aliénantes, sont quasiment tous des anti-héros insignifiants qui peinent à survivre à toute cette technologie envahissante. Bref, c'est pas le meilleur des mondes, lol. Pour moi, il n'y a pas plus noir et lugubre que le cyberpunk et il n'y a rien de plus actuel non plus. On en reparlera sûrement dans un autre épisode, mais c'est fou tout ce que le cyberpunk a pu anticiper. Bref, des exemples comme ça, il y en a plein. Donc, pour moi, on voit bien qu'une œuvre de science-fiction est indissociable de son contexte de publication. La SF n'est pas forcément là pour prédire l'avenir, mais pour approfondir, au travers de plusieurs hypothèses, les conséquences de notre humanité, du progrès sur le monde futur. On voit que ça évolue en fonction des angoisses actuelles, quoi. Ce n'est pas tant pour prédire l'avenir, mais pour mettre en lumière des réflexions intrinsèquement liées au monde actuel, au présent. Jean-Pierre Andrevon, auteur de l'anthologie des dystopies, dira bien que les auteurs et les autrices de science-fiction sont des lanceurs d'alerte. Alertés sur les dérives du présent, sur les dangers qui menacent notre société ou notre humanité. Et quoi de mieux pour alerter les gens? Eh bien, foutre les jetons. Donc pour ça, faut bien notre dose de pessimisme et faut bien raconter des histoires horribles dans lesquelles on n'a pas envie de finir. Bref, autant dire que les auteurs et les autrices de science-fiction ont du pain sur la planche parce qu'on sait que dans notre monde, il y en a plein des choses qui vont pas. Je veux dire, à un moment, il y a tellement de choses qui pourraient mal se passer entre les IA, le réchauffement climatique, les mondes virtuels, la guerre nucléaire, le manque de ressources, la désinformation, les pesticides, les pandémies, n'importe quelle catastrophe naturelle imprévisible. Bref. Le monde dans lequel on vit, tout simplement, ça peut peut-être déjà nous aider à comprendre pourquoi la SF peut être si pessimiste et si misanthrope. Pour moi, il y a aussi une seconde explication. La SF aurait un rôle de catharsis. Je le rappelle, catharsis qui veut dire en grec ancien séparation du bon avec le mauvais ou purification ou comme je préfère, la purgation des passions. Pour être plus précise, selon le CNRTL, la catharsis renvoie à la purification de l'âme ou purgation des passions du spectateur par la terreur et la pitié qu'il éprouve devant le spectacle d'une destinée tragique. Une destinée tragique comme l'effondrement de la civilisation humaine par exemple. Honnêtement, quand il y a des œuvres de post-apo qui balayent notre civilisation en 2-2, bah moi ça me fait du bien, personnellement. Je sais pas vous, mais le moment que je préfère dans les histoires apocalyptiques, c'est le pendant. Quand tout le monde réalise que personne n'a le contrôle sur ce qui se passe et que l'humanité perd toute sa prétendue invincibilité. Face à l'apocalypse, tout le monde perd le contrôle, même les plus grands experts et les plus grandes autorités. Je pense directement à la scène introductive du jeu vidéo et de la série The Last of Us, qui est juste un régal. Tu réalises que la seule chose qui peut tous nous mettre enfin sur le même pied d'égalité, c'est l'instinct de survie. Et je sais pas, moi ça me fait du bien de voir l'humanité rabaisser à son instinct de survie de temps en temps.
j'en retire quelque chose de pas trop négatif, quoi. Mais pourquoi ? C'est quoi ce truc ? Aristote, dans le chapitre 4 de la Poétique, dira « Nous prenons plaisir à contempler les images les plus exactes de choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme les formes d'animaux les plus méprisées et des cadavres. » Alors, je sais pas vous, mais ce qu'il dit là me fait complètement penser à la curiosité morbide. Mais elle nous sert à quoi cette curiosité ? Est-ce que c'est juste l'esthétique du morbide qui nous donne du plaisir, comme le dit Aristote, ou est-ce qu'elle n'aurait pas un rôle dans tout ça aussi ? Tout d'abord, fait très intéressant, des chercheurs en 2006, je mettrai l'étude en description, ont découvert que lorsqu'on ressent une douleur, les zones cérébrales de la douleur s'activent, ok, mais la zone liée au plaisir est également activée. What the fuck ? Ce qu'on appelle le circuit du plaisir serait presque indissociable de la douleur. Donc, quand on voit un mec se faire bouffer par un zombie dans The Walking Dead, on aurait à la fois de la compassion pour la souffrance de la victime, activation de la douleur, et un sentiment de plaisir plus subtil, activation du plaisir. En gros, on se dirait « je suis bien content de pas être à la place de ce mec, mais quand même ça a l'air vraiment horrible de se faire dévorer par un infecté. » Mais est-ce que ce plaisir à contempler le sordide, ça nous sert juste à nous donner du plaisir ? À seulement compatir avec la victime et à se dire qu'on est bien à notre place ? Dans son livre « Everyone Loves a Good Train Wreck » de Eric G. Wilson, je mettrai en description, l'auteur propose autre chose. Il pense que cette curiosité est, je cite, « une compulsion à l'égard d'événements sinistres qui sont pertinents pour la vie personnelle, qui aident à gérer les peurs et les désirs dangereux, à apprendre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. » Ah, donc on a un peu déjà une nouvelle piste. Cet attrait pour le négatif, au-delà du plaisir, s'avérerait plus enrichissant pour l'être humain. Elle nous permet d'aller chercher des peurs profondes et de les expérimenter en quelque sorte, mais aussi de les purger et de les extérioriser. Ça nous demande forcément de solliciter notre empathie, de se mettre à la place des victimes, donc activation de la douleur, et c'est peut-être comme ça qu'on se sentirait plus vivant. Vous vous êtes jamais demandé quel genre de survivant ou de survivante vous seriez dans un monde post-apo ou dans un monde dystopique ? On a tous envie de croire qu'on serait celle ou celui qui mènerait une révolution pour faire tomber l'autorité, ou d'être celle ou celui qui survivrait tout seul dans une forêt pendant des années. Personnellement, je sais que si un jour il y a une pandémie mortelle qui dévaste toute l'humanité entière, je serais limite le patient zéro, donc bon. Mais tout ça pour dire qu'on s'est tous plus ou moins projetés un jour dans notre vie dans un de ces mondes, parce que ça peut nous paraître vraisemblable, ça peut nous arriver, mais actuellement ça n'arrive pas et on est vivant et on va bien. Après, ça ne nous empêche pas d'expérimenter ces peurs-là de solitude, de faim, de soif, de survie quoi. Donc après avoir consommé des œuvres de SF ultra pessimistes où le futur nous réduit à de simples animaux dirigés par leur instinct de survie ou à de simples chiffres, finalement, on se dit qu'on n'est pas si mal dans notre monde actuel et qu'il est encore temps d'agir. Finalement, il n'y aurait pas une petite note d'espoir ici ? Certaines œuvres de SF ne s'arrêtent juste pas à cracher sur l'humanité et c'est tout. C'est aussi un peu le rôle de la SF de proposer de nouvelles perspectives pour l'humanité. Après je dis ça, mais j'aime bien les histoires pessimistes jusqu'au bout, fuck les fins heureuses. Paradoxalement, le post-apo peut faire renaître l'espoir et redonner foi en l'humanité. En fait, ce sous-genre a le mérite de nous offrir une tabula rasa. En gros, toute la civilisation, on la fout à la poubelle, et les survivants, vous vous occupez à fonder une nouvelle société sans commettre les erreurs du passé. Et c'est là que les œuvres de SF vont diverger dans le post-apo. Est-ce que l'humanité va se diriger vers une autre dystopie, ou va-t-elle justement réussir à fonder une société égalitaire et utopique ? Notamment dans le contexte des pandémies mortelles, le vaccin est un symbole clé de l'espoir. Et il y a de nombreuses histoires qui finissent autour de cette note positive qu'est le vaccin. Je veux pas trop citer parce que j'ai pas envie de spoiler, mais je suis sûre que vous en avez plein en tête des exemples. Dans la dystopie et le cyberpunk, il y a également cette idéologie anticonformiste et anti-autoritaire qui sont incarnées par les personnages principaux, souvent. Idéologie qui mène à une prise de conscience de l'oppression et qui à son tour peut mener à des actes de rébellion ou à des révolutions, qui aboutissent ou non d'ailleurs. Je pense fortement à la vague de dystopie qu'il y a eu dans les années 2000-2010, avec les canoniques Hunger Games, Le Labyrinthe et Divergente, qui finissent sur des happy endings et des révoltes réussies contre l'ordre établi. Après, je vais pas trop approfondir, mais on peut voir l'optimisme de la SF dans la maîtrise des technologies. Il y a des futurs où l'humanité a colonisé des planètes et des galaxies. Pour moi, ça sous-entend qu'elle a trouvé assez de ressources et assez d'argent pour fabriquer des vaisseaux, pour fonder des bases coloniales, etc. Et qu'elle a développé assez de connaissances aussi pour créer des trous de verre, créer des moteurs qui atteignent la vitesse de la lumière. Enfin, ce sont de sacrées prouesses, quoi. Après... Là, c'est mon côté négatif qui ressort. Dans les œuvres de space opéra, la Terre n'est souvent qu'un ramassis de pollution et de ferraille rouillée et est totalement oubliée. Et on peut se demander si justement l'argent n'est pas allé qu'aux agences spatiales pour créer des vaisseaux et fuir cette Terre pour y délaisser les pauvres. Bref, très pessimiste encore une fois. Il y a toujours ce côté pessimiste qui ressort quand même.
Après, voilà, des œuvres positives de SF, il y en a plein. Je pense à Chappie, oh mon dieu, ce film, vraiment, il faut absolument que vous regardiez ce film. Mais aussi à l'œuvre entière de Becky Chambers, qui a apporté une vague de fraîcheur et d'optimisme dans ce genre. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai ma préférence pour le macabre et le désespoir, mais je sais qu'énormément de lecteurs et de lectrices ont été réceptifs aux œuvres de Becky Chambers. Je fais une dédicace au Galactic Book Club dans lequel je suis et où vous trouverez le plus de fans de Becky Chambers au mètre carré sur cette planète. Alors, est-ce que la SF est pessimiste et misanthrope ? À mon humble avis, je pense que la SF a, dans sa façon d'aborder les choses, des tendances assez pessimistes, mais est-ce que c'est parce que j'adore ça que ça active mon circuit de plaisir ? Je pense, donc je suis peut-être un peu biaisée. Après, pour celles et ceux qui aiment les fins heureuses et les futurs utopiques, je peux vous dire que vous avez aussi de quoi faire avec la SF, notamment avec le space opéra ou la SF humoristique. Et là, je vous recommande direct le guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams, d'où vient la référence 42 dans 42 nuances de SF. Je vais terminer sur la citation la plus célèbre de 1984 de George Orwell, qui rend mieux en anglais, mais je vous la fais en français. Si tu veux une image du futur, imagine une botte écrasant un visage humain pour toujours. Voilà, c'est déjà fini. Merci pour votre écoute. Je vous mettrai en description d'autres œuvres que j'ai pas forcément citées, qui sont très pessimistes comme Les Fils de l'Homme ou La Route. Bien évidemment, j'aimerais totalement avoir votre avis sur cette question, si c'est possible, si vous me parlez en DM Insta ou quoi. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que voilà, ces petits questionnements vous intéressent. N'hésitez surtout pas à me proposer d'autres thèmes, d'autres questions que vous voulez que j'aborde. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bisous!